Moi, j'aimerais bien, Cyril, que tu me racontes en fait comment débute l'aventure d'un brasseur de bière dans le Loiret. J'ai commencé en 2016, j'avais gardé mon boulot à mi-temps. J'ai commencé alors c'est pas dans le garage, mais presque de ma maison en fait, comme ça j'avais pas de frais de local. Et avec un petit investissement, c'est-à-dire que j'ai dû investir dans les 10 000 euros dans des cuves qui permettaient de brasser 300 litres à l'époque. Donc c'était simple, efficace, petit volume, petite clientèle. Et puis petit à petit, en fait, après je faisais quelques marchés pour me faire connaître un petit peu, des rencontres. Petit à petit, la demande a augmenté, donc j'ai augmenté un petit peu la production tout en restant dans mon petit local de 40 mètres carrés. Petit à petit, on s'est dit, bon voilà, le 40 mètres carrés c'est vraiment trop galère. Donc on va essayer de construire un bâtiment. Par chance, on avait un terrain en fait, attenant à la maison qui nous appartenait. Voilà, on n'en faisait rien, c'est un ancien pré, donc on a décidé de construire dessus un bâtiment là où vous êtes là pour faire une brasserie avec un peu plus de matériel. Et ça c'était en 2019. Et là on a construit un bâtiment de 200 mètres carrés. Donc en 2019 on a gardé le matos dans un premier temps, le matos d'à côté pour éviter de réinvestir encore. Et après on a réinvesti un petit peu, mais voilà, petit à petit. Et maintenant on a du matériel qui permet de brasser 1000 litres à chaque fois. Donc on a commencé avec 300 litres et là maintenant on brasse 1000 litres à chaque fois. Et ça, on l'a acheté en 2020. Du coup, voilà, je travaille aussi avec Clara, mon épouse, qui est rentrée dans l'entreprise en 2019. Voilà, parce qu'elle en est marre aussi de son boulot et du coup, vous voyez que moi, je m'amusais dans ce que je faisais. Donc, elle m'a rejoint en 2019 et parce que aussi à deux, c'est mieux. Tout seul, ça devenait compliqué de tout gérer. Et avant ton aventure entrepreneuriale, comment tu as appris vraiment à faire de la bière? Moi, ce que je veux savoir, c'est avant, tu as dû sans doute faire des Ouais, tests tout ce sur des côté-là. petits volumes, juste pour t'amuser, sans doute. Pas le côté culture d'entreprise, Non, et tout non, ça, non. plus le côté. Donc effectivement, avant de me lancer, en fait, je faisais déjà un peu de bière dans ma cuisine pour m'amuser, en fait. Pour les copains, faire 20 litres par-ci par-là. Parce que du coup, de formation, je suis chimiste, donc il y avait un petit côté petit chimiste à faire son expérience dans sa casserole, là, de s'amuser avec les matières premières, de changer un peu tout ça, et puis de voir ce que ça donnait en goût après la fermentation. Je m'ennuyais dans mon boulot, en fait, je travaillais dans l'industrie pharmaceutique. Et j'ai fait un bilan de compétences pour voir un peu où j'en étais. Et ça, c'est ressorti un petit peu, voilà, le fait de fabriquer de la bière, de vouloir être indépendant. Donc après, j'ai mixé un peu tout ça et puis on a essayé de bosser sur le côté création d'entreprise, business plan pour pouvoir monter un projet viable. C'est ce moment-là où tu crées tes premières bières et que tu fixes un petit peu le goût de la brasserie du Voret, ou c'est encore un peu après? Peut-être en 2015, j'avais commencé à bosser des recettes simples, blondes, dans l'optique peut-être de commencer à bosser dessus. Ouais, peut-être en 2015, j'avais déjà peut-être deux, trois recettes, voilà, blanche, blonde, ambrée, qui tenaient la route, après que j'ai affiné un petit peu au fur et à mesure, mais peut-être à ce moment-là. Aujourd'hui, tu produis combien de types de bières On a différents? compté quoi, 9 référentes différentes là, au jour d'aujourd'hui dans la boutique. Après, au cours de la vie de la brasserie, on a fait plusieurs qui étaient des fois éphémères, des fois des choses qui reviennent de façon saisonnière. Et puis histoire de rester toujours s'amuser en fait. Là, on est dans le bar qui est attenante à ton laboratoire de fabrication. C'était aussi quelque chose que tu avais prévu dès le départ, ça, d'être un lieu de vie Au départ, pas forcément. Quand c'était dans la dépendance de la maison, du coup c'était un peu plus compliqué. Ça c'est venu un peu après en fait. On s'est dit, tiens, quand on fait le bâtiment, on va essayer de prévoir une surface, on va dire, pour accueillir du monde. Et donc ça s'est fait plutôt au moment du bâtiment. On s'est dit, parce qu'on finalement, à force de faire des marchés aussi de ça, on s'est dit qu'on aimait bien le contact avec le client. Et on s'est dit, l'idée c'est aussi d'essayer de faire venir les clients le plus possible vers nous en fait, pour gagner un peu de temps et puis de confort, on va dire, de travail finalement. Je crois savoir que tu as le label bio. C'était important pour toi, ça? Dès le début, en fait, on a décidé de se mettre en bio. Donc ça demande, il y a un petit peu de contraintes parce qu'il y a vraiment un certificateur qui vient 2 fois par an, qui regarde vraiment toutes les informations, qui fait vraiment son job de certificateur. Du coup, ça demande un peu de transparence de notre part et puis de traçabilité vraiment pointue. Mais ça nous a obligés à être plus rigoureux. Et en fait, c'était vraiment une volonté de départ parce que on habite à la campagne, on aime bien, on consommait déjà bio. On s'est dit, pour nous, c'était naturel en fait de continuer dans cette voie-là et de proposer quelque chose, voilà, avec une agriculture
qui est un petit peu plus respectueuse de l'environnement. Et du coup, ça nous a permis de rencontrer pas mal de producteurs bio autour et on voit vraiment qu'il y a une synergie quand même autour d'Orléans, avec à la fois sur les marchés, je les ai rencontrés, et puis dans les conférences bio et tout ça, et vraiment une synergie entre les producteurs, une aide, une entraide qui est vraiment intéressante. Où est-ce que tu te fournis? Est-ce que tu peux pas faire pousser toi-même ton malt et ton orge? Au niveau de l'orge, des céréales et tout ça, ça peut se faire. Il y en a qui le font, mais c'est un peu plus compliqué. Il faut des hectares et des hectares pour produire assez pour la brasserie. Donc nous, on a préféré planter du houblon parce que ça pousse en hauteur. Du coup, c'est un peu moins consommateur de surface. Mais après, c'est compliqué de tout faire. C'est que le houblon, ça donne un petit peu. On a pu en avoir 3-4 kilos l'année dernière qui permet de faire un peu de bière avec, mais c'est pas 100% de notre production. Mais du coup, on s'est regroupé avec les brasseurs du Berry, qui sont, il y en a quelques-uns en bio aussi, pour avoir de l'orge 100% région centre. En fait. Depuis le début, en fait, je me fournis plutôt à Pithiviers ou à Issoudun, qui sont les grands fournisseurs de malt, d'orge de la région, mais des fois, ils ne me garantissent pas que c'est de la région, même pas, des fois, ils ne me garantissent pas que c'est de l'orge français. Donc, pour pallier à ça, en fait, on s'est regroupé voilà, avec les brasseurs de la région centre, surtout du Cher, pour avoir de l'orge du Cher, malté, soit à Issoudun, soit à Pithiviers, et redistribuer entre les brasseurs. Comme ça, on a de l'orge locale de la région du Cher, et qui est de bonne qualité. Voilà. Et dans l'idée des circuits courts, il y a aussi ton mode de distribution qui est peut-être original. Oui, effectivement. Alors, original, pas forcément, mais en fait, on a travaillé un mode de distribution un peu à notre image, c'est-à-dire circuit court. Dans l'idée de continuer ça sur les matières premières. Tout n'est pas en circuit court, mais on essaye au maximum. Et notre revente, par contre, est vraiment en circuit court. C'est-à-dire que du coup, c'est nous qui se déplaçons pour livrer. Donc on bosse à la fois avec des particuliers sur les marchés, à la boutique sur place, et après avec des cavistes, des magasins bio. Et ça, du coup, c'est nous qui livrons. C'est-à-dire qu'on a le contact directement avec le client pro aussi. C'est ce qu'on appelle circuit court. C'est que du coup, il n'y a pas un intermédiaire entre le brasseur, le producteur et le revendeur. C'est aussi parce qu'on aime bien le contact client, mais c'est aussi pour limiter les coûts finalement. Parce qu'une bière artisanale, ça coûte un peu plus cher à fabriquer qu'une bière industrielle. Mais si on remet un distributeur encore, enfin des maillons dans la chaîne, le prix va augmenter. Alors que là, du coup, on a un prix qui reste raisonnable, on va dire, pour le type de bière. Alors, moi, je sais que pour faire connaître ta bière, tu aimes bien te montrer lors de festivals locaux, être au contact de la clientèle, entre guillemets, lors d'événementiels. Est-ce que c'est quelque chose que tu continues à faire? Est-ce que c'est quelque chose que tu as encore le temps de faire? Voilà, moi j'aime bien la musique, donc on essaye aussi de le mettre d'un peu dans la bière. Chaque étiquette de bière, enfin la plupart des étiquettes de bière sont une référence musicale qui nous tient à cœur, et ça on aime bien du coup s'associer avec des festivals de musique, parce que du coup la bière et la musique souvent ça va bien ensemble, mais si en plus elle est faite dans cet esprit-là, ça marche encore mieux. Du coup on bosse pas mal au 108 naturellement avec des festivals, on bosse avec l'année dernière on avait fait le festival Traquenard là, qui a bien marché, c'était à Neuville-en-Sullias. On bosse avec le festival de Travers sur Orléans aussi qui est vraiment super. C'est aussi le côté circuit court, c'est que du coup comme ça, au bar du festival on peut retrouver une bière locale, et ça il y a pas mal de monde que ça intéresse. Fut un temps, tu faisais carrément le bar du festival aussi, c'est arrivé ça? C'est pas courant, c'est pas tout le temps, mais on avait fait aussi à Swing au Pâture à Chessy, où nous avait sollicité pour faire le bar. Donc ça c'est sympa aussi, on aime bien. Alors du coup il faut s'organiser un petit peu parce que des fois il faut un peu de monde, il faut gérer, mais ça se fait. On aime bien aussi. On fait le Festival de Loire de temps en temps, du coup, enfin tous les 2 ans. Et ça, c'est cool. Et ici, du coup, on s'est organisé aussi pour proposer des soirées de temps en temps, faire des concerts, pour allier aussi du coup la musique sur place. Là, donc on a une petite terrasse qui est sympa l'été. On fait des concerts certains samedis après-midi. Et sinon, le bar là, qui est attenant à ton laboratoire, il est ouvert quand? Là, on est ouvert sur place, donc boutique et bar, les jeudis et vendredis après-midi. L'hiver, on fonctionne jusqu'à 19h, et l'été, on allonge la plage jusqu'à 21h. En quoi ta bière, elle est originale par rapport aux autres? Bref, qu'est-ce qui caractérise la bière du Voret selon toi? Alors, ce qui caractérise les bières de la brasserie du Voret, je dirais que c'est... Parce qu'il y a beaucoup de brasseurs partout. Alors, nous, on n'est pas forcément très différents, mais on est un petit peu différents quand même dans l'idée qu'on fait de ce qu'on aime. Chaque brasserie sera un peu différent parce que chaque brasseur il met sa personnalité.
Donc après, c'est une question d'affinité aussi, vous aimez plus l'une que l'autre parce que du coup, des fois, ça matche comme ça. Nous, on essaie de faire des bières d'inspiration musicale, donc ça, c'est un peu la base. Et donc on s'amuse un peu là-dessus. Par exemple, la brune, la Dark Side of the Moose, c'est un hommage au Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Alors c'est plutôt vintage comme musique, mais on aime bien ce côté-là. Et du coup, si ça parle aux gens, déjà, voilà, ça marche quelque chose. Et la bière, forcément, c'est une bière brune, dans le côté dark, et puis dans l'esprit qu'on aime. Et après, nous, on est en bio aussi, donc ça change un petit peu des choses. C'est que du coup, on essaie de sourcer un peu nos matières premières, voilà, d'essayer de trouver des producteurs. La facilité, des fois, c'est de faire ça avec du houblon américain. Alors nous, on utilise un peu de houblon américain, ou néo-zélandais, mais des fois, on se dit c'est un peu loin. Donc, on va essayer de... Alors, j'ai déjà fait des bières avec du houblon néo-zélandais, qui est bio, qui est de très bonne qualité, mais du coup, on se dit, peut-être que c'est super pour le goût de la bière, mais c'est peut-être bien si on trouvait un super houblon français, c'est encore mieux, ou allemand, voilà, européen. Et du coup, on s'est amusé à chercher justement des nouvelles variétés de houblon, comme ça, qu'ils ont fait en Alsace, par exemple, qui sont vraiment sympas, et qu'on essaie de mettre en valeur dans nos bières. Mais voilà, la mode, c'est quand même les houblons américains, les houblons qui sont super exubérants, mais nous, on aime bien bosser sur le local, français, européen, parce qu'ils ont fait des beaux efforts et des variétés de houblon qui sont expressives aussi, qui sont moins expressives que les Américains, mais on peut les mettre en valeur pour les encourager aussi dans cette voie. Alors Cyril, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Là, tu es passé d'une production très artisanale à artisanale, avec des volumes quand même conséquents. Est-ce que tu souhaites rester dans ce mode-là de production, ou est-ce que tu veux en changer? Pour l'avenir, nous, ce qu'on souhaite, en fait, c'est rester au même niveau de production. C'est que là, on a atteint le palier de production dont on avait besoin pour payer tous les crédits et pour se payer. Donc du coup, on souhaite rester au niveau, continuer à faire le même volume à peu près. Donc ça veut dire continuer avec les mêmes clients. Et s'il y a des clients qui arrêtent, ça peut arriver, on essaie de compenser avec d'autres. Mais de garder ce volume-là, parce que c'est le volume enfin, au niveau du travail, on arrive à le gérer à deux. Après, plus de volume, c'est difficile à gérer. Il faut gérer autre chose, il y a la place à prendre, l'investissement, il faut réinvestir un peu. Donc ça nous va bien, ça permet d'en vivre. On préfère rester voilà, dans le contact client, prendre du temps là-dessus, plutôt que de passer du temps à calculer des chiffres. C'est quoi ta bière du Voret préférée? Ma bière préférée parmi celles que je fais, alors bon, ça change un peu des fois en fait. Là en ce moment, ça va être la Harvest Moon, parce que c'est la bière de récolte que j'ai fait avec mes houblons. Voilà. Harvest Moon, c'est un hommage à Neil Young. Harvest, ça veut dire récolte. Donc la lune de récolte, c'est la lune qu'on voit au mois d'octobre justement. En fait, ils l'appellent en anglais la lune de récolte, nous on appelle ça la lune d'automne. Et ça, du coup, cette année, on a mis 10% de nos houblons dans cette bière. Donc c'est vraiment la bière qui nous tient à cœur et qui est sympa aussi. Le houblon que tu as fait pousser derrière? Voilà, le houblon qu'on a fait pousser. Il n'y a que 10% parce qu'on a fait 3-4 kilos de récolte, qui n'est pas grand-chose. Mais pour faire une bière comme ça, il faut 30-34 kilos de houblon. Donc après, j'ai trouvé du houblon pour compléter. Parce que ça, c'est houblon frais. C'est-à-dire que c'est houblon fraîchement cueilli. On fait la récolte, on brasse le lendemain avec, donc on n'a pas le temps de le sécher. Enfin, on ne veut pas le sécher pour ne pas perdre d'arôme. Et vraiment, on le met dans la bière. Et on garde tous les arômes de fleurs. Et comme ça, voilà. Ça, c'est la bière du moment, on va dire, qu'on aime bien, mais il ne reste plus beaucoup. Et puis après, je sais pas, quand j'en referai... là, j'en ai une autre en ce moment qui va sortir. Là, ça va être ma bière préférée dans le mois prochain, quoi. Donc du coup, cette bière-là, la Harvest Moon, elle est très fruitée? Alors, très florale, ouais. Plus sur le fleur. Mais toi, c'est une blonde à 5 degrés. L'idée, c'était de faire une base maltée simple pour que les houblons s'expriment. Et pas non plus une IPA, on ne voulait pas d'amertume, tout ça, il faut vraiment que ça reste... De toute façon, c'est des houblons fraîchement cueillis, on n'a pas eu le temps de doser l'amertume qu'ils ont en fait. Donc on ne sait pas trop ce qu'ils ont, donc on ne va pas forcer ça, on cherche l'arôme, toi, vraiment la fleur. Et du coup, quand tu dis ça, ça veut dire que quand tu as fini de brasser cette bière-là, tu ne sais pas exactement quel goût elle va avoir quand même. Ouais, c'est un petit peu, effectivement, ça dépend de la récolte, ça dépend du coup des variétés qu'on a mis aussi, ça dépend du producteur. Nous ici, on avait plusieurs variétés, donc on a mélangé un petit peu. Donc c'est un petit peu, ça change un peu à chaque récolte. C'est ça l'intérêt aussi. Et après, la dernière chose, tu es tellement amateur de musique que tu fais écouter de la musique à ta bière. Oui, c'est ça. C'est que j'essaye de brasser en musique et puis donc ça m'amuse déjà. Et puis après, j'imagine que ça infuse les bières d'une façon différente suivant le style de musique que je mets. Donc ça permet de créer une identité aussi à la bière. Et je mets un QR code aussi sur les étiquettes. Voilà, il y a un petit QR code qui, quand vous le flashez, en fait, ça envoie vers une playlist de musique qui est faite sur chaque bière. Comme ça, vous pouvez la boire aussi pour retrouver l'esprit initial de la bière. Voilà. Vous buvez la bière en écoutant la musique qui va avec.